Une rage absolue, une violence pure qui dévaste tout sur son passage. Que ce soit en livre audio ou en livre papier, l'expérience de cette lecture est foudroyante. On plonge aujourd'hui au cœur de l'Iliade d'Homère. C'est une exploration terrifiante des abysses de la psychologie humaine, du pouvoir, de l'ego. Électrique. Notre personnage central, c'est le redoutable Achille. Et on est balancé directement au cœur de l'action. 10e année d'un siège, interminable. Une peste effroyable ravage le campement. Les flèches pleuvent, les cadavres s'empilent sur la plage. Et au milieu de ce carnage absolu, un paradoxe total. Le guerrier le plus invincible de son époque décide de tout risquer et de refuser de se battre. C'est complètement dingue quand on y pense, non? Le plus grand héros du monde fait littéralement grève par fierté, alors que tout son univers s'effondre autour de lui. C'est une entrée en matière fulgurante. Et on touche tout de suite à l'essence même de notre fascination pour cette histoire. Je suis ravie qu'on s'attaque à ce monument. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Il y a un malentendu colossal en fait qu'il faut dissiper d'entrée de jeu. Quand on évoque l'Iliade, on s'imagine souvent que c'est le grand résumé de la guerre de Troie. Tu sais, on s'attend à y lire l'épisode du cheval de bois ou la flèche dans le talon d'Achille. Sauf que, il n'y a absolument rien de tout ça dans ces pages. Non, rien du tout. C'est une erreur classique. Voilà, le récit ne couvre en réalité qu'une infime fraction du conflit. Genre 51 jours précis lors de la 10e année de siège. Et c'est tout. C'est une précision cruciale. Le véritable moteur de cette épopée, ce n'est pas du tout la chronique militaire de la guerre. Le cœur nucléaire du texte, c'est un concept psychologique et spirituel très précis, la ménesse. C'est un terme grec ancien qui désigne une colère funeste, une fureur tenace, presque divine. Et ironiquement, cette colère qui va embraser le monde commence par une banale querelle d'autorité. Une histoire de butin, en gros. Exactement. Le point de départ, c'est le prêtre troyen Chrysès. Il vient supplier le roi des Grecs, Agamemnon, de lui rendre sa fille, Chryséis, prise comme captive de guerre. Le prêtre offre une rançon immense, de quoi satisfaire n'importe quel chef en fait, mais Agamemnon, complètement gonflé d'orgueil et grisé par son pouvoir, refuse catégoriquement et chasse le vieil homme avec mépris. Et c'est là que la dimension surnaturelle s'en mêle avec une brutalité inouïe. Le prêtre, désespéré, implore le dieu Apollon. En réponse, Apollon déclenche une peste foudroyante sur le camp grec. Dans l'histoire, c'est décrit de manière glaçante. Pendant 9 jours, le dieu tire ses flèches invisibles empoisonnées par la maladie. Les chiens meurent d'abord, puis les chevaux et enfin les hommes. Agamemnon se retrouve acculé. Il est forcé de rendre la jeune fille pour sauver ce qui reste de son armée, mais son ego de commandant est publiquement blessé. Du coup, pour compenser cette humiliation, il exige une autre récompense. Il décide de confisquer Briséis, la captive d'Achille. Ce qui est fascinant ici, c'est la réaction en chaîne que cet abus de pouvoir provoque. Achille subit un affront public intolérable pour un héros de son rang. Sa réponse est radicale, presque enfantine. Il se retire sous sa tente avec ses troupes d'élite et refuse de retourner au combat. Il demande même à sa mère, la nymphe marine Thétis, d'intercéder auprès de Zeus pour que les Troyens massacrent les Grecs. Tout ça juste pour prouver à Agamemnon à quel point il est indispensable. Mais comment le public de l'époque percevait cette grève? Pour un lecteur moderne, ça ressemblerait vraiment à un caprice d'égoïste qui laisse mourir ses camarades. C'est toute la complexité de l'honneur homérique, ce qu'on appelle la timée. Dans cette société guerrière, la valeur d'un homme se mesure uniquement aux récompenses matérielles qu'on lui accorde. Lui retirer son butin, c'est nier son existence même en tant qu'héros. Pour les anciens, la réaction d'Achille est donc totalement légitime sur le principe. C'est son excès qui devient problématique. Sans lui, les Achéens s'effondrent. Face à ce désastre total, le meilleur ami d'Achille, Patrocle, le supplie d'intervenir et finit par lui emprunter son armure pour aller se battre. Mais grisé pour le combat, il va trop loin et se fait tuer par Hector, le grand prince troyen. Et c'est cette tragédie intime qui fait basculer toute l'épopée. L'armure d'Achille est récupérée par Hector comme un trophée. Achille perd non seulement son ami le plus cher, mais aussi une partie de sa propre identité. L'évolution du concept d'héroïsme à ce moment précis est vertigineuse. Au départ, Achille cherchait le kléos, la gloire pure chantée par les poètes. Mais avec la mort de Patrocle, la douleur pulvérise cette quête de gloire. Achille bascule dans une sauvagerie absolue. Il veut l'anéantissement total d'Hector. Sa colère devient monstrueuse. Une fois qu'il a finalement tué Hector en duel, il ne s'arrête pas là. Il perce les chevilles du cadavre,
l'attache à son char et le traîne impitoyablement dans la poussière autour des murailles de Troie pendant plusieurs jours. C'est d'une cruauté qui retourne l'estomac quand on lit ce passage. Et pourtant, après tout ce déchaînement de violence inextinguible, la pression finit par retomber. Dans l'un des moments les plus poignants de toute la littérature. Je parle de la rencontre nocturne avec Priam. Le vieux roi troyen, le père d'Hector, traverse les lignes ennemies seul, en pleine nuit. Il vient s'agenouiller dans la tente d'Achille pour embrasser les mains du meurtrier de son fils et récupérer le corps. Et là, le monstre redevient humain. Achille et Priam pleurent ensemble. L'humanité partagée prend le dessus sur la fureur animale. C'est le point d'orgue émotionnel. La boucle de la Ménice, de la colère, est enfin bouclée. Achille prend conscience des limites tragiques de son propre monde. Mais pour apprécier pleinement la complexité de ce chef-d'œuvre qui nous émeut encore aujourd'hui, il faut faire un pas de côté et aborder un autre mystère fascinant, l'identité de son créateur. Qui était réellement Homère ? Ah, le mystère par excellence. La légende antique nous dépeint un vieux poète aveugle, et on sait que pas moins de 7 villes différentes se disputaient l'honneur d'être son berceau. Mais la vraie question qui a secoué les passionnés pendant des siècles, c'est de savoir si ce fameux Homère a seulement existé un jour. L'histoire de la préservation du texte est en elle-même une épopée. Il faut imaginer que pendant des siècles, l'Iliade n'était qu'un ensemble de chants volatiles, transmis de bouche à oreille. Ce n'est qu'au VIe siècle avant notre ère que le tyran d'Athènes, Pisistrate, aurait ordonné de compiler ces manuscrits. Bien plus tard, les savants d'Alexandrie ont nettoyé et corrigé les différentes versions. Jusqu'au coup de tonnerre de 1795, l'érudit allemand Friedrich August Wolff lâche une véritable bombe intellectuelle. Il affirme que l'Iliade a été composée à une époque où l'écriture n'existait tout simplement pas en Grèce. Donc, le texte que nous vénérons n'est pas le fruit d'un seul génie solitaire, mais un vaste assemblage de poèmes multiples remaniés par différentes personnes au fil du temps. C'est l'acte de naissance de la fameuse question homérique. Et cette controverse va enflammer tout le XIXe siècle. D'un côté, on trouvait les annalistes qui prenaient le poème au scalpel pour repérer les incohérences et y voir plusieurs auteurs. De l'autre, les unitaristes qui défendaient farouchement l'unité esthétique et le génie unique d'Homère. Même un penseur comme Benjamin Constant s'y est plongé avec passion. Il a noté un point très pertinent. La façon dont les dieux sont décrits change radicalement entre l'Iliade et une Odyssée. Les dieux de l'Iliade sont sauvages et capricieux, tandis que ceux de l'Odyssée semblent plus soucieux de justice morale. Ça suggérait fortement que ces deux épopées ne dataient pas de la même époque. Ce constat d'incohérence semblait donner raison aux annalistes. Mais une perspective beaucoup plus nuancée a émergé au XXe siècle avec le chercheur Kakidrides et sa néo-analyse. Il a proposé une solution très élégante. L'auteur de l'Iliade était bien un poète unique, un architecte magistral. Mais s'il y a des incohérences, c'est parce qu'il s'est largement inspiré de poèmes épiques plus anciens. Un peu comme du recyclage narratif. C'est ça. Par exemple, il a repris un poème perdu appelé l'Éthiopide. Dans cette vieille épopée, Achille vengeait déjà la mort d'un autre ami. L'auteur de l'Iliade a repris ce canevas narratif pour construire l'arc dramatique de Patrocle et d'Hector. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on parle de la façon dont le texte a été fabriqué, il faut absolument aborder la découverte de Milman Parry dans les années 20. C'est le gars qui a littéralement percé le code source de l'Iliade. Absolument. Parry a résolu l'une des plus grandes énigmes de la poésie antique grâce à la théorie de l'oralité. Tout le monde connaît ces fameuses épithètes, Achille au pied rapide, Héra au bras blanc, la mer vineuse. Pendant très longtemps, on croyait que c'était simplement de jolies fioritures poétiques. Alors qu'en fait, ce sont des formules strictement mathématiques. Le poème est écrit dans un rythme ultra rigide qu'on appelle l'hexamètre dactylique. C'est une structure à 6 temps. Et Parry a démontré que chaque adjectif n'était pas choisi pour sa beauté, mais parce qu'il s'insérait exactement à un endroit précis de ce rythme. C'est comme des blocs de Tetris lexicaux. L'analogie est parfaite. C'est un outil d'improvisation d'une ingéniosité prodigieuse pour des bardes qui ne savaient ni lire ni l'écrire. Ils disposaient d'un catalogue mental de ces blocs préfabriqués. Parry est même allé en Yougoslavie dans les années 30 pour étudier les gusflars, des bardes locaux illettrés. Ils utilisaient un système similaire pour improviser des poèmes de plusieurs milliers de vers sans trébucher. C'était la preuve vivante de la méthode d'Homère. Et le chercheur Walter Arendt a montré que ce système s'appliquait aussi à des scènes entières,
comme les banquets ou les sacrifices, qui s'enchaînent toujours avec des mots identiques. Le fait qu'une poésie d'une telle beauté repose sur une technologie de mémorisation aussi systématique me fascine complètement. Surtout quand on regarde l'architecture globale. C'est la composition en anneaux identifiée par John Linton Myers. Le chant 1 s'ouvre sur une tragédie où un père, Chrysès, vient supplier qu'on lui rende sa fille captive. Et le tout dernier chant, le 24, se ferme en miroir avec un autre père, Priam, qui vient supplier qu'on lui rende le corps de son fils. Cette symétrie structurelle démontre magistralement qu'au-delà des outils de la tradition orale, il y a bien une conscience créatrice vertigineuse à l'œuvre. Une volonté délibérée de structurer l'immensité du récit pour donner un sens philosophique profond à la tragédie. Achille traite Agamemnon, je cite, de sac à vin, œil de chien, cœur de biche. On est loin de la politesse de cour. Le réalisme de la violence physique est tout aussi cru. Les métaphores utilisées pour décrire l'ardeur des guerriers sont souvent animalières. Homère les compare à des loups qui viennent d'abattre un cerf, avec leur museau plein de sang qui vomissent après avoir dévoré leur proie. On est plongé dans le triomphe brutal de l'instinct de prédateur. Et face à ce chaos, on pourrait espérer que les dieux incarnent la sagesse. Mais c'est tout l'inverse. L'Olympe, c'est une famille totalement dysfonctionnelle. Zeus et Héra se chamaillent comme un vieux couple aigri. Ces dieux n'ont rien de figure spirituelle lointaine. Ils sont capricieux, mesquins, partiaux. Athéna dévie des flèches d'un souffle. Apollon enveloppe Hector d'un brouillard magique pour le sauver. Il s'implique physiquement dans la boucherie humaine. Et pour survivre à ces entités terrifiantes, les humains doivent égorger des centaines de bœufs et faire brûler des tonnes de viande recouvertes de graisse pure pour les amadouer. L'impact de cette violence et de cette absurdité est tellement intemporel qu'on le retrouve partout aujourd'hui. L'art s'est sans cesse réapproprié ces images. J'ai vu récemment une adaptation théâtrale brillante à Paris, où la metteuse en scène a transposé la guerre de Troie dans un grenier d'enfants. Deux jeunes frères rejouent l'Iliade pour faire face au deuil de leur propre père. Les casques à panache sont des brosses de balai, et les guerriers morts sont de simples chaussettes rouges jetées par terre. Si l'on relie cela au contexte plus large, c'est une démarche d'une intelligence rare. Ramener la terrifiante colère d'Achille à des jeux d'enfants met un coup de projecteur fulgurant sur l'essence du texte. La véritable puissance de l'Iliade ne réside pas dans le faste des armures de bronze, mais dans l'absurdité cruelle de la guerre et la vulnérabilité humaine face à la mort. Qu'on ait une lance en frêne ou un manche à balai entre les mains, les passions destructrices sont les mêmes. L'Iliade reste le miroir universel des digues fragiles qui nous séparent de la sauvagerie. C'est incroyablement juste. Merci infiniment de m'avoir accompagné à travers les strates de cette épopée monumentale. Qu'elle soit l'œuvre d'un seul génie ou le polissage de générations de bardes, l'Iliade demeure la matrice de toute la poésie occidentale. Mais terminons sur une dernière idée, une réflexion un peu provocatrice. Si l'on admet que l'Iliade n'est pas le produit d'un seul cerveau, mais une mémoire collective inlassablement ajoutée et remixée par des milliers de voix anonymes au fil des siècles, cela ne ferait-il pas de cette épopée la toute première création open source de l'humanité ? L'identité d'Homère, ce n'était finalement pas un individu, mais l'humanité tout entière en train d'apprendre à se raconter ses propres tragédies. C'est une idée vertigineuse. Mais pour vraiment comprendre comment un monstre aveuglé par la rage peut retrouver son humanité dans une simple étreinte nocturne, aucun résumé ne suffira. Il faut entendre le rythme de ces vers, il faut ressentir cette fureur et ce désespoir par soi-même. C'est un monument à côté duquel on ne peut pas se permettre de passer. Plongé dans cette expérience, la colère d'Achille n'attend plus qu'à être réveillée. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.